Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage du même auteur. Livre en version papier paru aux Editions de l'Arbre au Cygne. K1, l'énigme du premier criminel. Les 3 tours de Babel. Mais comment peut-on être fanatique? Jonas, le pardon mode d'emploi. Livret mythantique, vnumériques arbre-au-cygne.com. Le sacrifice d'Isaac ou le montage symbolique. L'échelle de Jacob, comment l'esprit vint à l'homme. Gorgone Méduse, la fascination du délire. Pandora, la femme première calamité de l'homme. Le péché de Gomorrhe ou la tentation intégriste. Ésope ou l'art de prendre langue. Ducas, l'autre signification. Essai thème de société. Violence, notre zone aveugle, vnumérique. Pour contacter l'auteur. jacqueslafitte@spiritualite-libre.com. Site, arbre-au-cygne.com et spiritualite-mythe-psychologie-scoop.it. Dédicace. À Consuelo mon Ariane. Avant, propos. Sur la violence. Foncer tête baissée? Dans le débat corrida pour ou contre? Qui agite les esprits et les affectivités, il convient de ne pas rentrer dedans à l'aveuglette, sans ne rien y connaître car on risquerait de pratiquer à son propos ce que ses détracteurs lui reprochent, un assassinat. Mais culturel dans ce cas. Il faut y regarder à 2 fois avant de supprimer ce qui a été et reste une manifestation à forte résonance émotionnelle. Peur, suspense, concurrence homme-animal, avec un enjeu maximal, vie-mort, empreinte d'une dimension cérémonielle antique, quasi religieuse par son côté sacrificiel. De plus, si elle jouit d'une ferveur populaire très forte, ce n'est pas seulement en tant que survivance d'une tradition, mais parce que, parlant à l'imaginaire et même à l'inconscient, elle représente l'essence du religieux. Une action et une émotion réunies dans une catharsis qui nous fait parcourir la distance allant de l'imaginaire au symbolique en le traduisant en acte. Agissant sur l'esprit autant que résonnant dans son corps, la corrida exprime le vif de l'homme et de son désir de dépassement. En effet, il nous semble que la corrida trouve sa plus forte valeur sur le plan de ce qu'on pourrait appeler les traitements culturels symboliques. Qu'entendons-nous par là? Il s'agit de la manière chaque fois particulière qu'ont trouvé les peuples pour traiter les graves questions auxquelles sont confrontés les groupes ou civilisations. Identité, différenciation de la des personnes, rapport avec les animaux, nature divine ou simple machine biologique, question de la conscience de soi animale, relation entre la vie et la mort, nourriture carnée, crise de rivalité mimétique et enfin relation avec le les dieux X, du moins avec ce qu'on met sous ce vocable. Apporter des réponses à ces problématiques qui occupent l'esprit de l'homme est un besoin social autant que culturel. Et pas plus que l'homme n'est intangible, ces réponses ne doivent être absolues ou figées. Quel est l'enjeu? La corrida est une façon spectaculaire de représenter ces interrogations majeures. En cela, elle attire et angoisse les foules avec une intensité que lui envient les églises. Elle opère le même genre de traitement que les grandes manifestations sportives dont la fonction est de transmuer la violence réelle en enjeux symboliques. Les sports d'équipe, foot, rugby et tous les sports de balle, réalisent la translation du combat physique à celui abstrait d'un score de points. Cette opération symbolique en fait une des plus belles créations humaines. Elle permet d'apaiser, de réduire les conflits, d'apprendre à l'homme à maîtriser ses passions. Et à produire du plaisir, y compris esthétique, dans les prouesses réalisées, là où il y avait haine et envie meurtrière. Ce dépassement inaugure civilité et culture. Ne pas être dupe. Il ne faut jamais oublier que le sentiment, l'émotionnel, et même ce qui est moral, peuvent être instrumentalisés et servir à la manipulation des masses, l'histoire et les religions l'attestent, mais également les médias. On monte en épingle un fait divers individuel, lié à l'enfance par exemple, dont on nous repaît pour montrer qu'on a une haute conscience, incarnée à bon compte par les chaînes d'information qui nous prouvent ainsi qu'elles sont honnêtes et morales. Et on passe sous silence ce qui impacte réellement et durablement la santé de populations entières. Pollution à l'amiante niée pendant des décennies alors qu'elle était dénoncée dès 1972. La sécurité, Bhopal, Tchernobyl, Fukushima. Report sur les générations futures du démantèlement des centrales, la vie des gens,
mines de cuivre en Rhodésie qui infectent les populations, mines d'uranium au Gabon générant des cancers dans les populations environnantes, etc. Pourquoi ce déséquilibre et ce silence sur ce qui cause mort et maladie de populations entières, et de leur descendance? Parce qu'il y a des intérêts financiers toujours proches du pouvoir, quelle qu'en soit la couleur momentanée. Donnez-nous notre violence quotidienne. Ce n'est pas simplement la pression des institutions, grosses entreprises, États, multinationales, etc., qui induit ce quasi-silence devant la violence faite aux masses. Ni non plus l'indignation vertueuse devant le fait de montrer quelque chose de dur ou violent, puisqu'on nous submerge par ailleurs du spectacle de la haine sanglante à longueur de film. Il faut bien voir que ce n'est pas simplement une incongruité, ces deux opposés sont complémentaires et même indispensables. Pourquoi ? Pour occulter l'implacable violence réelle, instituée, du libéralisme spectaculaire marchand. On nous mithridatise ainsi, à dose quotidienne de violence et d'injustice par la monstration ad nauseam de fiction sanglante, assassinat et pugilat avec jet de sang. Combat physique dont il convient de souligner que le seul premier coup suffirait à éclater la rate de la victime et à la tuer. Comme si le seul centre d'intérêt des spectateurs, la seule intrigue possible était le meurtre ou la haine. Mais en montrant beaucoup de violences fictives, on induit que la violence effective, réelle des institutions n'est pas plus réelle ni dangereuse que celle des films. La véritable corrida. Le but est de détourner notre attention des véritables enjeux, en agitant le chiffon de la superficialité télévisuelle, pour nous décérébrer en tant de cerveau disponible pour la vente marchande. La véritable corrida se joue dans l'enceinte médiatique et fait de nous des bêtes fonçant sur la muleta vidéo numérique, applaudie à tout rompre par les réseaux sociaux. On s'étourdit d'autocongratulations, d'images de réussite qui sont des faux caractérisés, selfies avec des vedettes et autres gâteaux d'anniversaire garantis light pendant qu'on tue allègrement ailleurs et réellement des êtres humains. Mais le spectacle de la violence et celui de meurtres causés par l'injustice nous étant présentés en tant que fiction, cela induit en notre esprit que puisque la violence est là, dans le spectacle fictif, elle n'est pas réellement dans les multinationales, entreprises et finances, dans leur productivité aveugle insouciante des conséquences écologiques et sociales, dans leur concurrence à vendre n'importe quoi même si c'est toxique, dans la respectabilité de façades d'État tyranniques, ni même dans le présentable des institutions officielles chargées de gérer notre social, et qui ont pour unique souci de pérenniser leur bureaucratie. Se déroule tous les jours. Dans ce cirque médiatique, nous sommes des éponges solitaires, vulnérables, face à une déferlante de mensonges polis et musclés qui nous assurent qu'ils nous protègent. Hommes politiques à la langue de bois bien pendue, informations partielles et partiales, ou carrément tronquées sous le prétexte de ne pas faire de publicité aux exactions, masse des corruptions sur tous les gradins de la classe politique, jeu débilitant. Sur tous les canaux, c'est la bêtise qui nous encorne jour après jour. Et notre petite muleta zapette ne nous permet pas d'esquiver la charge, car c'est pareil sur les autres chaînes et sur les réseaux sociaux. On agite devant nous l'inanité d'émissions people rutilantes et précédées, suivies de frénésie meurtrière. Comptez le nombre de films où il y a des assassinats et le nombre de morts par film, ne serait-ce qu'un soir. Or cette violence imposée devient l'ossature du normal, l'universalité du meurtre et l'horizon des rapports humains. Cet intime insinue de fait en notre esprit que c'est la réalité, le véritable terreau des relations. Au point d'être devenu le ressort quasi unique des films y compris des scénarios amoureux. Cet autre univers, l'autre clé de notre vie, le désir-besoin amoureux se trouve ainsi dominé par la frénésie meurtrière. Celle-ci est devenue la sémantique obligée de nos écrans devenus aussi plats que notre imaginaire. Et nous aveugle. On déréalise la violence réelle par la monstration quotidienne de sa fiction. On nous persuade ainsi qu'on ne meurt pas d'uppercuts massifs et répétés. On banalise famine et guerre civile en bref d'1 minute 30. C'est pour cela qu'on ne supporte plus de voir en direct un taureau être réellement mis à mort devant nos yeux. Parce que cela brise notre illusion, notre bonne conscience schizophrène habituée à ne voir la violence que sur l'écran pour ne pas la voir dans notre réel. Et nous rejetons la corrida parce qu'elle est du réel violent, du vrai, que nous prenons en pleine figure. Elle brise notre illusion parce qu'elle nous révèle en contrepoint notre modèle mental insoupçonné,
qui est celui du déni. Déni de quoi? De la violence que nous refusons de nommer comme telle, l'arbitraire économique, on n'y peut rien, c'est l'économie, la spéculation boursière et le diktat financier, on a besoin de l'argent. La vraie violence qui nous est faite est celle de la financiarisation-spéculation de l'économie. Les banques et la bourse font et défont l'économie de pays entiers, fraude des subprimes, crise mondiale, elles ruinent des secteurs complets d'activité par pure spéculation, les suppressions d'emplois font monter les cours, elles affament des peuples, Grèce, pays émergents au nom de l'idole productivité. La véritable sauvagerie n'est plus celle de l'âge de pierre mais celle des multinationales qui imposent leurs lois aux États, celle de la déréglementation normalisée, globalisation, celle des optimisations fiscales ripollinées, libéralisme économique. Ce déni généralisé de la violence réelle des Amazon, Facebook, Google, Total, McDo, etc., qui ne paient pas leurs impôts, cette cécité est cimentée au vraisemblable de la langue de bois politique, au clinquant du fut-il validé par le nombre de ses suiveurs. Nous préférons les mensonges bienséants à une véritable réflexion. Alors, quittons cette boucherie au ketchup médiatique, voyageons dans le temps pour chercher les véritables effets de sens où l'humain se trouve. Explorons les origines de la corrida et du flamenco, pour découvrir les valeurs essentielles qu'ils mettent en scène et qui nous parlent de nous, au plus profond. Première partie, la corrida. Loin d'être une survivance de bestialité, un assassinat, une violence gratuite, la corrida nous semble être une création culturelle des plus anciennes, remontant selon l'hypothèse que nous allons explorer à l'Antiquité la plus haute. Ce n'est pas par provocation que l'on emploie ce terme de création culturelle mais parce que la corrida présente des traits communs avec le théâtre grec. Celui-ci a constitué un saut qualitatif majeur dans la conscience collective parce qu'il représentait le passage de la croyance à la culture. En effet, à partir des mêmes mythes que ceux de la religion grecque, le théâtre les traitait de façon non religieuse, inaugurant ainsi la première laïcité, même s'il n'employait pas le mot. En ouvrant un nouvel espace mental, celui de la culture, reconnu en tant que tel, la tragédie grecque s'émancipait de la religion qui représentait la première construction de conscience de soi collective. Il nous semble que la corrida participe de ce même mouvement de dégagement du religieux sacrificiel, vers la construction d'un symbolique collectif. Celui-ci garde une dimension sacrée mais sans Dieu X, permettant à l'assemblée présente d'éprouver une émotion forte, la conscience de vivre en commun quelque chose qui transcende la simple addition des personnes, mais en dehors du religieux au sens d'institutions métaphysiques, avec clergé, etc. La corrida nous apparaît comme une des rares expressions qu'on peut qualifier non seulement de culturelle, mais de manifestation cathartique, comme l'était la tragédie grecque. Elle en a le même mouvement d'affranchissement émotionnel, de libération dans sa phase intermédiaire, c'est-à-dire comprenant les deux étapes opposées, celle de la douleur et du réalisme, avec mise à mort, et celle abstraite de la performance humaine et esthétique, mais avec risque majeur. On y voit le dégagement du plan religieux au profit de la prouesse humaine, de la confrontation avec la mort, cet ensemble étant célébré devant la collectivité humaine. Celle-ci n'est pas un simple assemblage hétéroclite de gens, mais elle devient un partenaire à part entière, nouveau, une sorte de miroir de la conscience collective des apostrophes être cela. En étant le destinataire de ce qui se joue là, en bas, la foule vibre à l'unisson de celui qui la représente, elle prend la dimension divine de partenaire de l'individu seul devant la mort, elle devient le destinataire qui reçoit la vulnérabilité de l'homme. De cette fonction suprahumaine, divine, elle assume la symétrie. Et crée du sacré. Mais sans Dieu X, autre que ceux qu'elle élit à cette fonction par son adulation. Oui, on peut le dire, elle offre une alternative aux religions, elle en prend la place, nous montrant la vraie nature des religions qui est d'être, une création de l'homme, de son imaginaire. Dévoilant cela, elle réalise un des plus vieux rêves de l'homme, voir le divin en train de se constituer en sachant qu'on le constitue, au lieu de rêver être un dieu Superman plus ou moins tyrannique et devoir assujettir les foules à le reconnaître. Exploration et cheminement. Notre démarche dans ce livre consistera à chercher ce que signifie la corrida en examinant son déroulement, son rituel, mais aussi ce qui se passe avant et qui, loin d'être neutre, nous éclaire sur son origine. Comme dans les grandes productions culturelles, plusieurs niveaux de signification s'y superposent.
les plus visibles en occultant d'autres, certains apparemment mineurs et s'avèrent réellement importants. Des détails deviennent porteurs de signification et complètent l'ensemble comme en un puzzle. Enfin, on se départira de la supériorité mentale consistant à considérer les anciens comme des Minus Abans parce qu'ils n'ont pas inventé Internet même s'ils communiquaient déjà avec des tablettes d'argile. Notre suffisance moderne nous fait oublier qu'ils étaient aussi intelligents que nous. Mais parce que nous avons, nous, une pléthore de moyens de communication à notre disposition, nous croyons que la tradition orale, longtemps leur unique moyen de transmission, était une communication sous-développée. Parce qu'elle nous semble pauvre et univoque, nous croyons qu'elle racontait des histoires, ne disant que ce qui s'entend explicitement au premier niveau. À rebours de cela, nous pensons au contraire que la communication orale était très élaborée, et qu'ainsi les mythes étaient chargés de plusieurs strates de signification cachées dans ce qu'on croit n'être que des fioritures ou des détails. À nous de les décoder pour en dévoiler la richesse en nous aidant des méthodologies de connaissance et d'analyse dont nous disposons. Incertitudes historiques. Il est difficile de déterminer avec certitude le début des corridas, d'autant que leurs formes ont été diverses et ont évolué au cours des siècles. Cependant, les historiens Véronique Flanet et Pierre Veilletet soulignent que les premières courses de taureaux dont on est mention datent des fêtes royales données par Alphonse II des Asturies en l'an 815, mais on manque de détails sur leur déroulement. À partir du XIIe siècle, au cours de fêtes royales, il est fait mention d'un personnage, le Mata-Tauros, qui tue vraisemblablement l'animal avec une lance. On sait que Charles Quint sera grand amateur de ces jeux de tauros, répondant à des codes précis, dont l'habileté des cavaliers est rapportée par de nombreux traités. La pratique du toréo, la tauromachie à pied, ses techniques et ses figures, devient un spectacle spécifique comme en témoignent les archives municipales de Séville. La corrida, course de taureaux, devient un spectacle pleinement populaire. Dans un traité rédigé en 1836, la tauromachie ou l'art de toréer dans les plazas à pied comme à cheval, Francisco Monte, Paquiro, organise le spectacle dont le premier règlement officiel sera promulgué en 1852. Désormais, picador et banderillero ne sont plus que les subalternes du matador, seul torero habilité à tuer. Leur but est de permettre la mise à mort du taureau avec le maximum de chances de réussite possible. Les suertes, passes, figures libres, tels que les sauts à la perche, devenus dès lors inutiles, disparaissent dans la forme principale, du moins celle qu'on réfère à l'Espagne comme lieu et comme style. Mais il faut souligner que ces suertes très spectaculaires, sauts périlleux, roulés, sauts de l'ange, variations, évitements effectués par les non-toreros, donc sans muleta, persisteront dans d'autres formes de corrida, notamment dans tout le Pays basque. Également ces suertes seront repris ou inspireront des préliminaires, y compris hors arène, nous donnant ainsi de précieuses indications sur le sens de la corrida. Là où les corridas variant. Il conviendrait presque de toujours écrire corrida. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.